Ce soir, je parlais avec un compatriote sur un sujet particulier, à savoir l'État africain. Donc, je lui expliquais un peu ce que je mets dans le qualificatif d'État colonial ou d'enclos colonial, parce qu'il faut savoir que c'est le Mortra qui a inventé le terme enclos colonial comme caractéristique des soi-disant États africains. Donc, c'est pour nous quelque chose de particulièrement heureux de voir que ce terme enclos colonial se popularise et que des gens l'utilisent de plus en plus. Donc pour nous, c'est très important que cette notion, qui est notre invention, puisse être popularisée, relayée, et puis que ça tombe dans le domaine public, que chacun utilise cette expression qui est une création du Mortra. Donc l'État africain, c'est en réalité un État enclos colonial, et donc cette notion, ce soir, j'étais en train de discuter avec un compatriote qui me posait des questions là-dessus. Donc ce soir, je vais préciser un peu ce que c'est que l'État africain et pourquoi, très brièvement, cet État ne peut pas développer l'Afrique, ne peut pas faire progresser les peuples africains et le peuple noir, et pourquoi cet État ne peut pas constituer un sanctuaire pour les peuples noirs et ne peut pas être un outil capable de faire du progrès social en Afrique et de conduire les Africains vers des lendemains meilleurs. Et pourquoi est-ce que le Mortra dit régulièrement qu'il faut déconstruire et détruire cet État africain pour le reconstruire? Donc je vais donner 10 caractéristiques à l'État africain. La première chose qu'il faut savoir de l'État africain, première caractéristique de l'État africain, c'est un enclos colonial. Pourquoi est-ce que le Mortra qualifie les soi-disant États africains d'enclos coloniaux? C'est tout simplement parce que les États africains, dans leur existence depuis le 19e siècle, ce sont des constructions coloniales venant de la conférence de Berlin, ce qu'on appelle aussi le congrès de Berlin, qui a eu lieu fin 1884, au premier trimestre 1885. Donc ce sont des espaces géographiques dessinés à l'équerre et au compas des puissances coloniales à Berlin. Compte tenu de ce fait historique important, ces États n'ont d'existence que la décision des puissances coloniales. Ce sont des fabrications des puissances coloniales à la conférence de Berlin. Ce découpage global du continent africain n'a pas donné naissance aux frontières telles qu'elles existent aujourd'hui, concrètement. Mais c'est que sur le terrain africain, il y a eu une compétition entre les puissances coloniales. La France, la Grande-Bretagne, le Portugal, l'Italie, tous ces pays-là se sont mis d'accord concrètement sur le terrain pour définir les frontières de chaque État africain aujourd'hui. Donc ces États, soi-disant africains, sont l'incarnation même du visage d'autrui et donc fabriqués absolument de l'extérieur. Et ce ne sont pas les décisions des Africains. Donc ce sont des enclos coloniaux construits par les puissances coloniales de l'extérieur sans absolument demander l'avis ou l'accord des Africains, faisant en sorte que les populations, sous la tutelle ou sous la domination d'une telle ou telle puissance coloniale, soient parquées dans un espace géographique donné. Donc ce sont des territoires coloniaux définis à la conférence de Berlin et ensuite confirmés sur le terrain par des accords coloniaux entre puissances colonisatrices en Afrique. Donc ce sont des enclos coloniaux fabriqués de toutes pièces. Ces États africains ne sont pas des constructions internes, ce ne sont pas les peuples africains qui ont décidé. C'est pour cela que nous qualifions les États africains d'enclos coloniaux. Ça, c'est la première caractéristique des soi-disant États africains. Deuxième caractéristique des États africains, c'est que ces États constituent ce qu'on peut appeler l'État garde-barrière. Donc à partir du moment où les frontières sont décidées de l'extérieur, donc le continent est vitrifié en quelque sorte. C'est ce qu'on appelle l'intangibilité des frontières. Et ces frontières-là vont constituer des barrières entre des peuples. C'est pour cela que nous disons que ces États sont des gardes-barrières. Et ces États, depuis qu'ils sont indépendants, soi-disant, les frontières ne sont pas remises en cause. Alors que tout le monde sait que quand des pays deviennent indépendants,
il procède à l'unité géographique et à l'unité culturelle, sociologique, anthropologique, historique de leur peuple? Eh bien non. L'indépendance de l'Afrique a plutôt consolidé l'État garde-barrière en Afrique. Et ces soi-disant États indépendants se jalousent entre eux dans un état de faiblesse lamentable, avec un refus de se mettre ensemble, avec un refus d'aller vers l'unité continentale, en remettant en cause la souveraineté, soi-disant, qu'ils ont acquis des mains du gouvernorat colonial. Donc, effectivement, les États africains, non seulement ce sont des enclos coloniaux, mais également ce sont des États garde-barrières parce que ces soi-disant États gardent absolument, jalousement, les frontières qui sont définies de l'extérieur, empêchant le continent de faire son unité géographique. Et pour contourner le projet de l'unité africaine, de l'État fédéral africain, qu'est-ce que ces États garde-barrières et enclos coloniaux font? C'est qu'ils procèdent d'abord par la conservation et l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation. Ensuite, ces États dénaturent et détournent les projets, les grands projets qui ont été envisagés par les vrais panafricanistes tels que Nkrumah, Sékou Touré, Sylvanus Olympio, Lumumba, Gamal El Nasser, George Padmore, les pères fondateurs du panafricanisme. Donc l'État garde-barrière va détourner le vrai projet panafricaniste de l'État fédéral et va plutôt inscrire l'Afrique dans un état de fragilité permanente par le biais tout d'abord de l'Organisation de l'Unité africaine, donc l'OUA, jusqu'en 2000. Et puis à partir de 2000, bon, ça va devenir UIA, l'Union africaine. Donc l'Union africaine n'étant pas du tout la réalisation de l'unité continentale. Il s'agit absolument d'ancrer le continent africain dans le giron colonial, de l'inscrire de manière continue dans la faiblesse avec la consolidation des frontières héritées de la colonisation, ce qui veut dire tout simplement que l'État colonial est maintenu en Afrique avec l'existence de ces enclos coloniaux abusivement appelés États africains. Ça, c'est la deuxième caractéristique de l'État africain. Troisième caractéristique de l'État africain, c'est que cet État-là, c'est une machine répressive. Compte tenu de son caractère répressif, c'est-à-dire doté des instruments, des appareils de répression pour éviter que l'unité continentale se fasse, que les ressources africaines servent à défendre les intérêts de l'Afrique et à protéger la vie des Africains de sorte à répondre à leurs besoins. Qu'est-ce qui va se passer? Cet État africain va être doté des instruments de répression terribles. Et étant donné que l'appareil répressif est le caractère essentiel de l'État colonial africain, cet État va être une machine dispendieuse. Donc, il va y avoir beaucoup de dépenses faites dans le sens de l'équipement militaire, disons de l'équipement de la répression tout simplement. Donc, un des caractères principaux de l'État africain, c'est d'être une machine répressive avec une carcasse abusivement appelée armée, qui est en réalité une garde prétorienne avec une police qui fonctionne comme une milice au service du gouverneur noir qui est en place, appelé abusivement chef d'État, avec sa cour et ses courtisans. Et donc, cet État-là va s'engager dans l'achat de machines de guerre. Pas de machines de guerre pour livrer des guerres extérieures, mais des machines de guerre pour tuer la population, pour éviter que cette population se constitue en une véritable contre-pouvoir capable à la fois de s'organiser pour reprendre la maîtrise physique de notre espace ainsi morcelé et désintégré, mais aussi empêcher les Africains de retrouver leur cohérence historique, leur cohérence géographique, pour aller vers la libération et la renaissance du continent africain. Donc, troisième caractéristique de l'État africain, c'est son caractère répressif, avec pour conséquence son état dispendieux. Donc, achat de matériel de répression, ce qui est fondamentalement l'une des qualités essentielles de l'État africain tel qu'il est aujourd'hui. Ensuite, étant donné que
cette répression est couplée avec toutes sortes de manipulations de masse par le biais de la corruption, de l'argent liquide qui va circuler et tout ça, eh bien, l'État colonial africain va être beaucoup dans la dépense sur plusieurs plans pour à la fois réprimer et aussi contenir la population par diverses formes de corruption. Donc ça, c'est la troisième caractéristique de l'État africain. La quatrième caractéristique de l'État africain, c'est qu'il s'agit d'un instrument de canalisation des forces productives africaines vers l'extérieur. Donc, ici, on voit le caractère extraverti de l'État africain qui se matérialise par l'orientation de l'ensemble des forces productives vers l'extérieur, à commencer par les ressources énergétiques. Tout d'abord, l'Afrique a les veines ouvertes vers l'extérieur, déjà avec l'esclavage, donc les razzias négrières transatlantiques et arabo-musulmanes, les forces humaines, les ressources humaines africaines vont être orientées vers l'extérieur pour répondre aux besoins de l'étranger. Ensuite, la phase de la colonisation où les Africains vont travailler énormément pour fournir les métropoles de matières premières agricoles, minières, minérales, avec aussi la production des ressources humaines qui vont aller secourir les métropoles, faire des guerres aux côtés des métropoles et ensuite servir de main-d'œuvre dans un certain nombre de pays colonisateurs pour construire des routes, des infrastructures et faire des travaux que les pays colonisateurs ne sont pas en mesure de faire parce que, étant de la race des seigneurs, il faut des serviteurs et des larbins à la race des seigneurs. Donc les Africains vont jouer ce rôle-là. Donc des forces productives du continent vont être mises au service de l'étranger. Et donc l'État africain, en tant que tel, c'est lui qui organise toute cette extraversion. Donc l'or africain, le diamant africain, le pétrole africain, le coton africain, l'agriculture coloniale africaine produisant des fruits, des légumes et des produits de consommation dont l'étranger a besoin. Donc les quatre grandes cultures caractéristiques du caractère colonial de ces soi-disant États, c'est la culture de l'EVA pour alimenter tout ce qui est industrie de fabrication, du plastique, des pneus et tout ça. Ensuite, la culture de la banane, donc ce sont des économies bananières, comme on le dit. Ensuite, production de café cacao pour fournir les pays étrangers, les pays colonisateurs de chocolat et de café. Ces gens qui boivent 10 cafés par jour. Donc, ils ont besoin qu'il y ait des populations qui travaillent pour eux, pour produire ces produits-là. Donc, l'Afrique joue essentiellement ce rôle-là, donc de production de café cacao. Il y a un certain nombre de pays d'ailleurs qui compétissent entre eux pour être à la première place de la production du café cacao, pour montrer que ce sont de bons élèves qui sont au service du maître et qui produisent les produits dont ils ont besoin. Et notamment ces deux pays, c'est le Ghana et la Côte d'Ivoire, qui sont très fiers d'être des pays producteurs de café cacao. Voilà, des cultures coloniales, on en est très fiers. Donc ces deux pays-là se livrent à une compétition féroce pour continuer à produire le café cacao pour nourrir les étrangers. Et si vous voyez l'état des producteurs du café cacao chez nous, c'est pitoyable. C'est pitoyable. Voilà, parce que ce sont des produits coloniaux, tout simplement. Et ce ne sont même pas ces soi-disant États africains qui fixent les prix de ces produits-là. Donc, effectivement, ces produits décrivent parfaitement le caractère extraverti de l'ensemble des forces productives africaines. Et aussi par le phénomène de l'immigration, le pillage des cerveaux, ce qu'on a appelé le pillage des cerveaux, donc la fuite en guillemets des cerveaux. Beaucoup de ressources capables de développer l'Afrique sont plutôt renvoyées à l'extérieur et mises au service de l'extérieur, notamment des pays colonisateurs qui travaillent à leur bon progrès. C'est notre cas. Nous tous qui sommes dans la soi-disant diaspora, nous sommes en train de travailler pour l'étranger, que pour le progrès et la satisfaction des besoins de ces économies-là, des économies des puissances coloniales. Donc, quatrième caractéristique,
c'est que l'État africain est un instrument de canalisation de l'ensemble des forces productives africaines vers l'extérieur. Et je viens de le démontrer avec des exemples précis. Cinquième caractéristique de l'État africain, c'est que l'État africain est un instrument d'abrutissement et de désorganisation populaire. Pourquoi? Parce que cet État africain maintient l'appareil colonial plus ou moins intact. Donc, l'école africaine, qui est une création coloniale, d'abord par les pères missionnaires, par les religieux qui ont été envoyés en Afrique, les différentes missions chrétiennes qui ont été envoyées en Afrique, pour christianiser les Africains, c'est-à-dire les désarmer spirituellement et mentalement, pour les prédisposer à la réception du marchand qui va venir après. Et là où il y a des résistants contre la christianisation du continent, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir l'envoi des renforts militaires pour faire ce que les coloniaux appelaient la pacification. C'est-à-dire qu'on va mater les contestataires et les gens insoumis dans ces pays-là, déporter les organisateurs de la résistance africaine, les massacrer, les assassiner, brûler les villes et les villages, détruire tout pour soumettre ces territoires. Et donc, le militaire, l'outil militaire va venir en aide aux missionnaires chrétiens qui étaient là en Afrique pour à la fois propager le message du Christ, à savoir qu'il faut abandonner tout ce qui est terrestre, tout ce qui est richesse terrestre pour s'orienter vers la richesse céleste, caractérisée par un billet aller simple au paradis après la mort. Donc vous abandonnez toutes vos richesses, c'est le message chrétien ça, c'est-à-dire que les peuples dominés doivent abandonner tout ce qui est terrestre pour s'orienter vers les richesses célestes. Donc, disons que l'école coloniale conçue tout d'abord par les pères blancs va être laïcisée ensuite à partir de 1854 avec la création de ce qu'on appelle l'école des otages, où on va à Dakar sous la conduite du gouverneur Faidherbe, qui est le père fondateur de l'école laïque, qui va d'abord créer ce qu'on appelle l'école des otages pour aller capturer les enfants des rois qui résistaient à la colonisation en Afrique, pour les former de sorte à les désarmer, de sorte à ce que ces enfants ne puissent pas opposer la même résistance que leurs pères ou leurs parents avaient opposé à la pénétration européenne, ce qu'on appelle la pénétration européenne en Afrique. Donc, cette école-là, tout d'abord, école catholique, missionnaire, va être laïcisée à partir de 1854 avec la création de l'école des otages. Puis, il y aura des réformes progressives pour vulgariser cette école de sorte à ce qu'elle soit étendue à l'ensemble de la population. Cet instrument d'abrutissement et de désorganisation de la société africaine va être maintenu après les indépendances. L'école coloniale africaine ne sera pas remise en cause fondamentalement avec l'idée de la démanteler tout d'abord pour ensuite la reconstruire. On va maintenir ce système scolaire. Donc l'État africain, dans sa réalité, va maintenir cet appareil en faisant simplement quelques saupoudrages appelés réformes. C'est le cas par exemple au Togo où on a connu ce qu'on appelle la réforme Agbeti-Afan, qui a consisté tout simplement à faire en sorte que 2 langues togolaises soient enseignées dans les écoles et même de manière facultative. Ce ne sont pas des matières obligatoires, c'est facultatif. Donc l'évé et le kabyle vont être enseignés de manière facultative avec des moyens dérisoires mis à la disposition de ces langues-là pour les perfectionner, pour faire des recherches, pour les moderniser, pour ensuite en faire un instrument d'administration du pays. Ce sont des accessoires. Ce sont des langues qui ne sont enseignées que de manière accessoire avec très peu de moyens mis à leur disposition. De sorte que ces langues ne puissent jamais prospérer et concurrencer ce qu'on appelle les langues officielles qui sont traditionnellement l'anglais, le français, le portugais, l'espagnol et autres, et l'allemand. Donc, l'école va être maintenue en Afrique. Donc, 5e caractéristique, instrument d'abrutissement et de désorganisation avec maintien des instruments
qui ont servi à désorganiser la société africaine. Donc l'école, ensuite la religion chrétienne va être maintenue, l'islam et tout ce qui va avec. Donc ils ont ces derniers temps, avec les religions born again financées massivement par Israël et les États-Unis d'Amérique, vont prospérer énormément en Afrique. Donc l'État africain encourage cet état d'abrutissement populaire et de désorganisation au travers de ces instruments qui sont des instruments coloniaux à la base. Ensuite, ces deux instruments, à savoir l'école et la religion, vont inscrire l'Afrique dans une situation d'acculturation. La culture africaine va être ainsi démantelée et ça continue avec les religions born again, les religions évangéliques et ainsi de suite, de sorte que si vous voyez l'état du continent aujourd'hui, on a l'impression que le continent est un asile psychiatrique à ciel ouvert où les gens déraisonnent, les gens dysfonctionnent, les gens, au lieu d'avoir une analyse rationnelle des problèmes qui se posent, vont être amenés à les spiritualiser, à leur donner des caractères spirituels, ce qui fait que si les problèmes que nous avons sont d'ordre spirituel, ça veut dire que c'est au-delà des compétences de l'humain. Donc, c'est des problèmes qui ont acquis une dimension spirituelle. Et donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut nécessairement l'intervention de Dieu, puisque face aux problèmes spirituels, l'homme en tant que créature de Dieu ne peut rien faire. Donc, le raisonnement qui va être très populaire en Afrique et qui fait des ravages énormes, ce qui fait que les rangs du combat sont très clairsemés. Il y a très peu de monde qui comprennent véritablement la situation et qui sont prêts à se donner véritablement pour la lutte, pour la libération du continent. Eh bien, beaucoup de gens vont être plutôt dans la prière, dans le jeûne, dans des manifestations religieuses pour essayer de trouver des solutions à des problèmes rationnels qui se posent à nous, des problèmes économiques, des problèmes qui sont d'ordre historique qui se posent à nous. On les analyse de manière spirituelle. Donc, il y a un désordre total qui est organisé ainsi par la culturation, le fait de rejeter notre culture, de nous donner des noms qui ne sont pas les nôtres, de rejeter les cultes africains, de rejeter la spiritualité africaine et de nous plonger comme des drogués, des malades mentaux dans des religions qui ne sont pas les nôtres. Donc, totale désorganisation sur le plan culturel et spirituel. Ensuite, j'ai dit tout à l'heure, j'ai parlé de l'agriculture coloniale. Donc, l'ensemble du mécanisme colonial va être maintenu. L'économie africaine, qui a la caractéristique d'être une économie productrice de matières premières pour alimenter l'industrie étrangère, qui lui fournit en retour des produits finis de basse qualité, mais vendus à prix très élevé, va être maintenue avec le franc CFA comme couronnement de ce système économique extraverti, puisque vous connaissez très bien l'histoire du franc CFA, qui est à l'origine créé en 1945 avec CFA défini comme le franc des colonies françaises en Afrique. Voilà quelques outils qui vont être maintenus. Donc, cinquième caractéristique, comme je le disais, État africain maintenant les instruments d'abrutissement et de désorganisation de la société africaine. Sixième caractéristique de l'État africain, c'est que l'État africain est un État bâtard et un État fêtard. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les occasions sont bonnes dans ce type d'État pour faire la fête. Voilà. Cet État est bâtard et fêtard parce que, tout d'abord, comme je l'ai démontré à plusieurs reprises, et comme nous tous nous le savons, il n'y a pas d'indépendance en Afrique. Mais cet État va être le premier outil à fêter chaque année les indépendants de l'Afrique de manière idiote, de manière mécanique. C'est-à-dire qu'on fait la fête pour faire la fête, on ne réfléchit pas. Chaque occasion est bonne pour faire la fête et amuser les populations. C'est une volonté claire de faire en sorte que les gens soient plus orientés vers la danse, les fêtes, les réjouissances, ce qui en soi n'est pas une bonne chose puisque d'autres peuples aussi ont des fêtes et tout ça. Mais la caractéristique principale de l'État africain, c'est de faire la fête à tout va. Et à chaque fois qu'il y a une petite occasion, eh bien,
il y a des journées chômées, fériées, payées, soi-disant. Si vous voyez très bien dans nos pays, soi-disant, il y a plus de jours chômés, fériés qu'ailleurs. Alors que nous sommes dans une situation où le travail devait être encouragé. Ben non, on va plutôt encourager les fêtes. Donc les fêtes traditionnelles vont être des occasions pour paralyser toute l'administration, surtout si ces fêtes traditionnelles concernent le village natal du soi-disant chef de l'État. Eh bien, l'administration va être fermée. Tous les ministres vont être convoqués pour aller fêter avec le chef de l'État de manière forcée. Les administrations seront paralysées durant ces fêtes-là. C'est le cas du Togo où on a ce qu'on appelle les évalants. Durant une semaine, tout ce qui est la squelette de l'État colonial togolais se déporte à Kara pendant une semaine pour fêter, soi-disant, les évalants. Il en est de même pour les autres pays africains, soi-disant. Donc, chaque occasion est bonne pour faire la fête. Une victoire de l'équipe nationale est synonyme de fête. Un pays colonisateur qui apporte quelques sacs de riz, c'est signe de fête. On ouvre un petit dispensaire, une case de santé dans un village quelque part, c'est l'occasion pour faire la fête. Le soi-disant chef de l'État qui reçoit un président ou un ministre ou même un simple maire venant de la métropole, c'est l'occasion pour faire de la fête. Donc on va chômer des jours. Pour ça, on va mobiliser les élèves, les administrations pour aller recevoir cette personne à l'aéroport avec des gens alignés au bord de la route pour acclamer ce sous-fifre qui vient visiter les colonies. Il faut voir quand il s'agit des fêtes de Noël et de Tabaski, eh bien tout à fait on chôme la journée ou on chôme 2-3 jours pour fêter tout ceci. Et puis cet État africain va encourager, on l'a vu dans d'autres pays, ce qu'on appelait l'authenticité africaine. Donc l'animation, la danse populaire à la gloire du chef, des défilés gigantesques, des chansons composées à la gloire du roi. Ensuite, ils vont encourager aussi quelques griots africains qui vont chanter à leur gloire. On a vu par exemple des musiciens congolais qui chantent régulièrement à la gloire des dictateurs africains contre des espèces sonnantes et trébuchantes. Donc l'anniversaire du chef de l'État, c'est l'occasion même de la fête extraordinaire où on va composer des chansons à leur gloire. On a vu Bongo, les Yadema et tout. Bon, ces gens danser, les Sassou Nguesso, qui sont les rois de la fête. Ce sont des jet-setters de manière excessivement coûteuse. Donc, sixième caractéristique de l'État africain, État bâtard et fêtard à toute occasion pour amuser les masses populaires. Septième caractéristique de l'État africain, c'est l'État mimétique. Donc, l'État imitateur. État imitateur, tout d'abord, dans ce qu'on appelle les constitutions africaines. Donc, les constitutions africaines seront taillées exactement sur le modèle de la constitution des métropoles, avec au sommet un chef d'État qui est le représentant de ce qu'on appelle l'État, avec une conception de l'État qui n'est pas la conception africaine, mais la conception despotique de l'État occidental, puisque il ne faut pas oublier d'où viennent les États occidentaux modernes. Ce sont des États qui sont à l'origine des États royaux et despotiques. Il ne faut jamais l'oublier. Donc c'était des rois et des dictateurs qui gouvernaient l'Europe et l'Occident d'une manière générale. Ce sont des rois tyranniques qui ont des conceptions unipersonnelles du pouvoir, très personnelles du pouvoir, dont le roi Louis XIV était l'incarnation, qui disait d'ailleurs que l'État c'est moi. Donc Louis XIV qui disait que l'État c'était moi. Donc, première sous-caractéristique dans cette rubrique de l'État mimétique et imitateur, c'est la constitution africaine qui sera taillée sur le modèle des constitutions des pays occidentaux avec une conception despotique du pouvoir, avec au sommet un chef d'État qui est la figure représentant cet État colonial, avec comme modèle l'État colonial français et occidental caractérisé par le roi. Ensuite, donc de la Constitution, on va avoir un gouvernement avec un premier ministre, exactement. Donc l'ensemble des institutions va être calqué sur le modèle des pays colonisateurs. Donc avec un gouvernement,
et ainsi de suite. Et puis l'administration va obéir exactement aux mêmes règles que celles des pays étrangers et colonisateurs. Ensuite, le découpage territorial, ça c'est un élément très important. Le découpage territorial va obéir exactement au découpage des pays colonisateurs. Donc, il y aura des régions, des préfectures, des départements, des choses comme ça qui n'ont aucune signification dans le contexte africain. Il va y avoir une administration avec l'idée de ce qu'on appelle la décentralisation et la déconcentration du pouvoir, avec une pratique du droit administratif qui va être exactement sur le modèle des métropoles. C'est pour ça d'ailleurs que le droit administratif qui est enseigné en Afrique, c'est clairement le droit administratif colonial. Et c'est d'ailleurs l'ensemble de l'enseignement, c'est l'enseignement colonial avec des notions tout à fait qui n'ont rien à voir, qui n'ont aucun sens dans le contexte africain et que les étudiants ne comprennent même pas. Voilà. Parce que le modèle, c'est le modèle français ou le modèle britannique ou le modèle portugais ou le modèle belge. L'État imitateur, à la fois constitution, administration du territoire, donc il y a les municipalités et tout ça qui vont être aussi construits. Et toutes ces institutions vont neutraliser et détruire la chefferie traditionnelle africaine qui est plutôt l'institution qui représente les populations et qui veille à leur bien-être. Donc, l'ensemble de ces conceptions-là venant de l'étranger va plutôt neutraliser la conception africaine du pouvoir. Les chefs traditionnels vont être relégués au deuxième, troisième plan, vont être plutôt utilisés dans des moments précis, notamment dans des moments électoraux, pour alimenter la fraude en faveur du dictateur en place. Donc, neutralisation des instruments par lesquels les Africains résolvaient leurs conflits internes et allaient vers le progrès dans la société africaine. Ensuite, le caractère mimétique et imitateur de l'État africain va se matérialiser par les atours du pouvoir. Donc, les fastes, le palais du président et le siège du gouvernement, le premier ministre, tout ça va s'apparenter exactement à ce qui est dans les métropoles, avec une présidence, une primature, des ministères, où tout manque quasiment. Mais la présidence va avoir un budget énorme pour s'équiper en fauteuils bourrés, dorés, exactement comme à l'Élysée, dans la métropole, avec un décor doré, des fastes, des serviteurs, une cuisine, donc les atours, tout ce qui peut s'apparenter dans les formes au pouvoir dans les métropoles. Voilà, avec le tapis rouge. Donc tout ça va être copié, va être imité. Alors qu'en réalité, ces pouvoirs-là, ce sont des pouvoirs coloniaux. Voilà, tout simplement, ce ne sont pas des puissances. Donc le chef de l'État, il va avoir un fauteuil qui ressemble au fauteuil d'Emmanuel Macron. Et dans cette logique d'imitation, donc de caméléon, les dictateurs africains vont copier leurs metteurs en scène étrangers en se mettant dans des costumes avec 40 degrés à l'ombre. À chaque occasion qu'ils sortent, ils doivent être en costume, d'une manière générale, sous la chaleur africaine atteignant 40 degrés au moment où il fait vraiment chaud en Afrique. Et puis, bon, la conséquence de ça, c'est que, bon, il va y avoir une climatisation excessive des voitures, des palais, de l'ensemble des bâtiments où le chef de l'État, soi-disant, est, et ses sous-fifres sont des toilettes qui sont climatisées, les WC climatisés pour des ministres, etc. Et quand le dictateur sort, on doit climatiser où il va, ou bien on doit mettre des ventilateurs géants pour le ventiler. Et ces gens ne se font même pas habiller par les couturiers africains, hein, par les tailleurs africains, ils se font habiller par les Hugo Boss, les Karl Lagerfeld et les plus grands couturiers du monde, les Christian Dior, etc. Huitième caractéristique de l'État colonial africain, c'est que l'État africain est une machine à fraude et une machine de pillage énorme. Donc, toutes les fraudes possibles sont réalisées par l'État africain. Donc, c'est l'une de ses caractéristiques, c'est d'être une machine à fraude sur tous les plans. Je ne vais même pas développer. Il s'agit de la fraude électorale jusqu'à la fraude la plus minime dans la rue. Donc, la répression, les impôts, les taxes, les forces de l'ordre qui raquettent. Hein, c'est un État racketteur, fraudeur et pilleur,
tout simplement. Et tout ça veut dire tout ce que ça veut dire. Donc vous allez voir les représentants de cet État colonial en treillis, en train de racketter les populations partout, imposer les populations partout, voler les populations, l'administration pilleuse, voleuse, contre l'établissement du plus petit papier, que ce soit des cartes d'identité ou les pièces de naissance, tout ça, on va racketter la population de manière extraordinaire. Tout ceci, c'est exactement la caractéristique d'un État colonial et de l'État africain qui est une machine à fraude dans tous les sens, de pillage de l'économie. Toutes les ressources qui sont là vont être pillées, volées par une petite caste représentant effectivement l'État africain. Donc, 9e caractéristique de l'État africain, c'est que c'est un club de coquins et de copains. Donc, ce sont des gens qui ont les mêmes fréquentations, qui se cooptent entre eux, qui ont les mêmes conceptions du vol, du pouvoir et de l'exercice de ce pouvoir volé, et qui ont le sang comme signe distinctif. Et ces gens sont dans des réseaux ésotériques. Donc la franc-maçonnerie, dans ses différentes composantes, sont extrêmement puissantes en Afrique, sont représentées. Et là aussi, j'avais écrit un article il y a 8 ou 10 ans maintenant, intitulé « La franc-maçonnerie et l'Afrique ». Bon, vous pouvez trouver ça. Il suffit d'associer mon nom à franc-maçonnerie et l'Afrique et vous mettez Pogli. Vous allez trouver ce texte où j'expliquais que la franc-maçonnerie n'est rien d'autre qu'un club de voleurs, de pilleurs qui se réfugient sous des attributs spirituels pour impressionner la population, pour éviter que la population se réveille contre eux. La franc-maçonnerie en Afrique, c'est rien de spirituel. Il s'agit d'un club de voyous, de voleurs qui portent des tabliers et des croix pour impressionner la population. Eh bien, comme je disais en début de ce direct, que les Africains sont amenés à voir les problèmes de manière spirituelle, eh bien, beaucoup d'Africains sont impressionnés lorsqu'ils ont en face des francs-maçons qui en réalité ne sont rien du tout. Il faut cesser d'avoir peur de ces gens-là, puisque la franc-maçonnerie n'est rien d'autre qu'un conglomérat de voyous, d'affairistes, de bandits, de grands chemins, qui portent des costumes et se livrent à des cérémonies pour juste impressionner les populations, de sorte à les empêcher de s'organiser, de se rebeller contre eux, tout simplement. Donc, État, club de copains et de coquins, où ces gens-là ont la même conception du peuple, c'est-à-dire que pour eux, le peuple africain, c'est une bande d'idiots, d'ignorants, qu'il faut continuer à régenter par la violence et la corruption, quand il le faut. Pour eux, l'Afrique, c'est juste une machine à sous. Voilà, tout simplement. Et ces gens-là, ils se cooptent entre eux. Ce sont des amis, des copains qui se connaissent, et qui se connaissent de longue date d'ailleurs, et puis qui ont en partage des idées qui visent à faire en sorte que l'Afrique continue dans son état de colonisation. Et puis, ces gens-là sont dans des choses extraordinaires, dans des orgies, dans des... Vous ne pouvez pas imaginer ce que ces gens font entre eux. Donc, c'est des copains coquins entre eux. Ils s'échangent leurs femmes, ils font des choses vraiment extraordinaires, quoi. C'est abominable ce que ces gens-là font entre eux. C'est comme ça que ces gens-là conçoivent le pouvoir. Donc, la jouissance excessive de tout ce qui leur tombe sous la main. Et puis, tout ceci caractérisé par une impunité absolue, puisque ce sont des copains entre eux. C'est un monde d'entre-soi, caractérisé par une impunité totale, avec les instruments qui les protègent les uns les autres, avec une machine qu'on appelle la justice, qui est entre les mains de copains, qui protège énormément tous ces gens-là. C'est un cercle fermé entre eux, où toutes les institutions protègent ses copains à condition qu'ils soient dans le cadre tracé par le chef de l'État et ses amis qui l'ont mandaté depuis l'extérieur. 10e caractéristique de l'État africain, c'est que l'État africain est un appareil dépensier. Donc beaucoup d'argent dépensé pour des choses complètement inutiles. Ces dépenses-là sont en réalité des circuits de corruption et de pillage. Donc on va monter des projets, des choses, des budgets, on va allouer de grands budgets à des projets inexistants, à des chantiers
et qui ne verront jamais le jour, ou bien qui verront le jour mais qui ne seront jamais aboutis, qui ne vont jamais finir, et puis l'argent va être partagé entre ces gens-là. Donc l'État africain caractérisé par cet attribut d'outils dépensiers pour un rien, affaiblissant énormément les recettes et les ressources du pays au profit d'une petite minorité que je viens de qualifier de club de copains et de coquins, tout simplement. Donc voilà les 10 caractéristiques, les 10 attributs de l'État africain. Si vous voulez, je les répète en conclusion. Alors, première caractéristique de l'État africain, c'est d'être un enclos colonial. Ensuite, l'État africain est un État garde-barrière. Troisième caractéristique de l'État africain, c'est une machine répressive et dispendieuse. Quatrième caractéristique de l'État africain, c'est que l'État africain est un instrument de canalisation des forces productives africaines vers l'extérieur, donc caractère extraverti de l'économie africaine. Cinquième caractéristique de l'État africain, c'est d'être un instrument d'abrutissement et de désorganisation populaire avec le maintien de l'ensemble de l'appareil colonial dans des proportions plus ou moins intactes, à savoir l'école, la religion, la culture et l'agriculture coloniale. Sixième caractéristique de l'État africain, c'est d'être un État bâtard, un État fêtard. Ensuite, septième caractéristique de l'État africain, c'est d'être un État mimétique, imitateur, recopiant platement les atouts du pouvoir dictatorial issu de la conception occidentale du pouvoir, à savoir un État despotique avec la conception du pouvoir comme Louis XIV qui disait que l'État c'est moi. Donc avec tous les attributs qui vont avec, donc l'habillement, l'accoutrement qui va avec, donc les dictateurs africains et leurs serviteurs, leurs cours vont imiter le pouvoir occidental dans ses atours, tout simplement. Par le biais de la Constitution, les textes qui régissent le pays, soi-disant, et aussi, surtout, l'administration du territoire qui va se fonder sur ce que les pays colonisateurs ont comme administration et comme découpage territorial, à savoir les préfectures, les régions, les départements. Donc l'État africain va copier tout ceci sans aucune considération des réalités locales. Huitième caractéristique de l'État africain, c'est que l'État africain est une machine à fraude. Donc c'est un État fraudeur, pilleur, voleur dans tous les sens du terme. Et ça se voit à l'œil nu dans les rues africaines, partout. Voilà. Et vous allez voir tous ceux qui appartiennent à cet État africain sont les riches, c'est eux qui disposent des richesses et qui bâtissent des immeubles, qui ont des voitures les plus luxueuses, etc., etc., qui vivent bien, qui climatisent leur maison, leur cuisine, leurs toilettes, ainsi de suite. Et puis, neuvième caractéristique de l'État africain, c'est que l'État africain est un club de coquins et de copains, un monde d'entre-soi qui se protège par les institutions qu'ils ont en leur possession, avec des réseaux ésotériques, soi-disant, des réseaux maçonniques pour tromper la conscience du peuple, pour donner l'impression qu'ils sont des spiritualistes et qu'on doit les craindre, alors que les francs-maçons africains ne sont qu'un club de voyous, de voleurs, de bandits de grand chemin, avec un accoutrement et des cérémonies visant à déstabiliser mentalement le peuple africain qui a l'habitude de spiritualiser tous ces problèmes. Et donc ces gens jouent sur ce que nous avons nous-mêmes comme conception de nos problèmes, à savoir que ce sont des problèmes spirituels et que l'homme ne peut rien faire face à ces problèmes sauf à attendre l'intervention divine. Donc ces gens-là, ils jouent sur cette notion-là en allant chercher des choses telles que la franc-maçonnerie pour venir influencer le mental des Africains, alors qu'en réalité, il n'en est rien. C'est un club de voyous. Et donc, dixième caractéristique de l'État africain, c'est d'être un appareil dépensier. Des éléphants blancs, de l'argent qui va être dépensé pour des fraudes électorales, des élections, des choses comme ça. Tout ça ne rapporte absolument rien au peuple africain, sauf à le plonger davantage dans la misère, dans la paupérisation, avec l'endettement qui va s'accroître, lequel endettement ne produit absolument rien dans la vie des Africains, sauf à les plonger dans la misère, puisqu'ils doivent continuer à travailler pour payer les impôts
étrangler sous les impôts pour payer les intérêts de ces dettes-là et ensuite livrer l'ensemble du patrimoine africain aux prêteurs. Voilà les 10 caractéristiques de l'État africain dans sa réalité. Et compte tenu de ces caractéristiques que nous venons d'énumérer, l'État africain ne peut pas donc conduire les Africains au progrès. C'est absolument exclu. Quand vous avez un État comme ça qui a ces caractéristiques, cet État-là ne peut pas conduire les Africains au progrès. Cet État que nous venons de décrire n'est pas en mesure d'organiser des élections transparentes. Cet État-là n'est pas en mesure de conduire une transition en Afrique pour amener les Africains vers une période florissante. C'est impossible. Un État qui a de tels attributs ne peut pas être sincère, ne peut pas être honnête, ne peut pas conduire les Africains vers la cohésion. Un tel État ne peut pas organiser des élections honnêtes et transparentes. Donc c'est vain, c'est une perte de temps. C'est pour ça que nous disons que c'est une perte de temps et d'énergie que de vouloir s'inscrire dans les élections. Puisqu'il s'agit d'un club de copains et de coquins, aussi bien les opposants institutionnels que ceux qui sont au pouvoir. Et les élections sont des occasions qui permettent à ces gens-là de faire tourner leur industrie de production de casquettes, de t-shirts, de gadgets, de faire travailler leurs entreprises, les entreprises de leurs cousins, de leurs amis, de leurs copines, de leurs copains, qui sont des prestataires de services avec la location de chaises, de bâches, d'imprimeries, où on va imprimer des bulletins ou des choses comme ça. Donc l'élection est une vaste affaire. C'est un business énorme. C'est pour ça que les opposants institutionnels, sachant très bien qu'ils ne vont pas gagner, ils vont quand même. Parce que c'est une occasion pour faire tourner, puisque c'est eux qui détiennent les moyens dans le pays. Donc, ils ont de grands réseaux, des amis, des cousins, des neveux, ainsi de suite. Et les élections constituent une occasion pour faire tourner davantage l'ensemble de ces machines-là et de ces outils de production. Ensuite, les élections sont une occasion pour les opposants africains de bénéficier du financement public pour leur parti. Et lequel argent leur sert plutôt à satisfaire leurs besoins personnels et familiaux. Voyez? Donc, même si les opposants africains savent que les élections sont perdues d'avance, ils y vont quand même parce que c'est l'occasion de se faire de l'argent sur le dos de nos populations. C'est pour ça que nous rejetons absolument dans le contexte africain d'aujourd'hui les élections comme un moyen de faire propager notre message et de nous faire connaître. Non, ces élections ont le mérite aussi d'orienter les populations vers de fausses solutions, de fausses pistes. Donc nous les rejetons. Et donc un État comme ça que nous venons de décrire ne peut pas organiser des élections transparentes, honnêtes, qui reflètent véritablement la volonté populaire. C'est pour ça qu'il faut sortir de ça. Donc cet État ne peut pas non plus faire un dialogue. C'est pour ça que les opposants institutionnels, lorsqu'ils vont vouloir aller à des dialogues, à des discussions, à des négociations avec de tels pouvoirs, ou alors ces gens nous trompent, ou alors ces gens-là ne savent pas analyser la situation africaine. Ça veut dire que ce sont des aventuriers sur un terrain où la nature a horreur du vide, parce que ceux qui connaissent le système ne sont pas en état de représenter le peuple véritablement et sont plutôt à l'extérieur. Ensuite, l'État africain, tel que nous venons de le décrire, n'est pas en mesure de conduire une transition pour amener les Africains de la souffrance au bonheur. C'est impossible. Cet État-là, tel qu'il vient d'être décrit, les 10 caractéristiques de l'État africain font que cet État, on ne peut pas lui faire confiance sur aucun plan. Ensuite, cet État africain n'est pas en mesure de conduire les réformes, étant une machine à fraude permanente, empêchant le panafricanisme réel de s'exprimer. Eh bien, cet État africain n'est pas en mesure de conduire des réformes importantes pour amener le peuple africain vers la renaissance. C'est impossible. Cet État ne peut pas le faire. L'État africain tel que nous venons de le décrire par ces 10 caractéristiques n'est pas en mesure de conduire des réformes économiques. C'est impossible parce que vous avez vu les attributs de cet État africain. Ensuite, l'État africain n'est pas en mesure de laisser tomber les frontières africaines qui sont plutôt l'outil essentiel sur lequel cet État est assis, puisque l'État africain a conservé et garanti, c'est même constitutionnalisé, c'est même écrit dans les textes fondateurs de l'État africain et
de l'unité africaine, de l'organisation de l'Union africaine aujourd'hui, qui dit que les États africains conservent jalousement les frontières héritées de la colonisation. Donc, absolument, l'État africain, garde-barrière, enclos colonial, ne peut pas nous orienter vers l'unité continentale. Donc, quand ces gens-là se retrouvent de sommet en sommet pour dire qu'ils travaillent pour l'unité africaine, c'est que nous sommes naïfs pour véritablement les croire. Pour croire que ces gens-là sont en train de construire une unité africaine, alors que ces gens sont justement la représentation de l'intangibilité, c'est-à-dire du caractère inamovible des frontières héritées de la colonisation. Et quand ces gens-là disent ils travaillent pour l'unité africaine, qu'ils se dotent des projets, des choses comme ça, que les Africains les croient, c'est que nous sommes absolument naïfs. C'est que nous sommes absolument naïfs et nous refusons d'analyser véritablement la situation africaine de manière froide et calme pour voir que ces gens sont en train de nous enfoncer dans des abîmes de la division, du morcellement, plutôt que de nous approcher de l'unité africaine. Ensuite, ces gens-là, étant des garants de l'immobilisme du continent africain, les attributs essentiels de la souveraineté d'un peuple ou d'un pays ou d'un continent manquent en Afrique. Nous avons parlé du franc CFA. Aujourd'hui, c'est la thématique que tout le monde développe. Bon, nous, on l'a développé il y a quelques années. Bon, maintenant, c'est à la mode, le franc CFA. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la souveraineté militaire, les accords de coopération, soi-disant, les accords de défense. On ne sait même pas contre quoi on défend l'Afrique, puisqu'il s'agit de défendre plutôt les dictateurs africains contre leur peuple et de garantir le pillage de l'Afrique en maintenant les peuples à distance. Aujourd'hui, l'ensemble des grands pays est en train de compétir pour être présent dans l'espace, se doter des armes les plus puissantes pour neutraliser les intentions des ennemis extérieurs. L'Afrique est totalement absente de ce jeu-là. Il n'y a rien. En plus, l'Afrique est absente des mers, un continent maritime par excellence. Nous n'avons pas de flotte maritime, il n'y a rien. L'Afrique est absente sur les grands sujets parce que paralysée de l'intérieur, gardée à distance de tous les grands sujets mondiaux, infantilisée. Et chaque fois qu'on doit parler de notre continent, il s'agit de parler de l'aide. Et les Africains, les dictateurs africains courent de capitale en capitale pour soi-disant aller au sommet consacré à l'Afrique et au développement de l'Afrique. Donc, tout ça fait que l'État africain est absolument incapable de conduire les Africains vers des lendemains meilleurs. Et si l'État africain n'est pas capable de faire ce travail-là, quelle est la solution? C'est que les Africains sont rattrapés, encore une fois, par les lois de l'histoire. Et ça, nous ne cesserons de le dire. Un peuple qui est dans cette situation, qui est dominé, qui est paralysé de l'intérieur, qui a des États enclos-coloniaux, garde-barrières, le gouvernant, eh bien ce peuple a l'obligation absolue de se constituer en un mouvement de libération pour aller à la reconquête de cet espace en vue de sa renaissance, tout simplement. Et une fois qu'on dit ça, ça veut dire que chacun de nous a un devoir, c'est-à-dire après avoir compris la situation, eh bien, chacun de nous a un devoir. Il faut viser grand, mais commencer petit. C'est-à-dire que notre situation est telle que nous sommes obligés de passer par des étapes très étroites et de petitesse dans l'action, parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas capables de nous doter de grands instruments de combat tout de suite. Donc, il faudra que chacun, à son niveau, essaie de trouver 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 50 personnes autour de sa personne pour essayer de partager nos idées et puis d'essayer maintenant de dégager une structuration. Et sur la base de cette structuration, maintenant, nous allons essayer de recruter du monde pour aller de l'avant dans la construction d'un mouvement puissant de libération à l'échelle continentale pour libérer nos pays, détruire l'État colonial africain pour le rebâtir sur d'autres bases. Et ça, c'est une loi, un principe auquel nous n'allons pas échapper. Nous avons beau chercher des solutions alternatives par la prière, par le jeûne, par l'appel aux réformes, par des marches pacifiques de protestation dans les rues, par des élections répétées qui ne sont que des occasions d'affaires et de trucage énormes. Nous pouvons vouloir obtenir des diplômes de ne sais de quelle école. Nous pouvons vouloir appeler le pape au secours, appeler Macron au secours,
appeler Trump au secours, avoir des ministres noirs dans des gouvernements français, britanniques, italiens, pour soi-disant dire que les noirs sont ainsi en train d'évoluer. On peut avoir des noirs présidents ou du FMI, de la Banque mondiale, c'est-à-dire recrutés par l'ennemi, ce qui est vu plutôt en Afrique comme une victoire. Quand l'ennemi recrute dans nos rangs, on perçoit ça plutôt comme un progrès. Ça veut dire que les Africains progressent, ça veut dire que nous sommes un peuple reconnu, alors qu'on recrute dans nos rangs. L'ennemi, l'adversaire recrute dans nos rangs. Les Africains interprètent ça comme une victoire de notre peuple, ce qui est quand même extraordinaire. Et donc, on peut s'imaginer toutes les solutions possibles. Il n'y aura pas de solution aux problèmes africains tant que les Africains ne décideront pas de construire un puissant mouvement de libération. C'est clair. C'est clair ça. Nous pouvons chercher midi à 14h. Nous n'aurons pas de raccourci nous conduisant à la liberté. Et c'est pour ça qu'il est fondamental d'analyser l'État africain dans sa réalité, comme je viens de le faire, sur la base de ces 10 caractéristiques, les 10 attributs de l'État africain, pour aboutir à l'idée centrale qui est que nous sommes tenus de construire de vastes mouvements de libération sur l'échelle continentale pour nous libérer des enclos coloniaux, abusivement appelés les États africains, détruire la gouvernance despotique qui est en Afrique pour refonder le pouvoir sur les vraies valeurs endogènes africaines, caractérisées par la chefferie traditionnelle africaine qui avait 2 vertus principales, à savoir la justice et la vérité au service des populations, pour ensuite rebâtir l'État africain à l'aune d'une nouvelle constitution avec des constituantes qui seront mises en place après la destruction de l'État colonial pour réécrire les constitutions de nos pays, pas sur le modèle britannique ni américain ou tout ça, mais sur l'ensemble de notre parcours historique et sur le roc de nos valeurs culturelles endogènes. Voilà le travail qui nous attend. Donc, plus nous traînons à faire ce travail-là, chacun à son niveau, plus la situation va s'aggraver, plus les dictateurs africains vont s'enraciner et plus la situation humanitaire, sociale, économique sera catastrophique en Afrique, de sorte que les Africains n'auront pas d'autre choix que de fuir le continent et de tomber dans les mailles de la police des frontières sur la Méditerranée, périr dans le désert, crever sous le soleil chaud, assécher par le soleil dans le désert du Sahara et ensuite servir de repas aux requins sur la Méditerranée. Et ceux qui, en guillemets, auront la chance de franchir ces obstacles-là, finiront comme des serviteurs dans les pays occidentaux en faisant des travaux subalternes. C'est ça la réalité du monde. C'est ça notre réalité. Donc si nous voulons nous affranchir de tout ceci pour reconstruire l'Afrique, nous n'avons pas d'autre choix que de nous inscrire dans la logique de la constitution, de la mise en place d'un mouvement révolutionnaire à l'échelle continentale dans chacun de nos enclos pour faire un travail de fond auprès des masses populaires. Parce que, quoi qu'il en soit, ces masses populaires, ce sont elles qui détiennent le pouvoir, mais elles sont actuellement endormies et maîtrisées. Donc, il faut réveiller ces masses populaires. Il faut les réveiller, les organiser, les structurer, ce que nous appelons le renforcement de leurs capacités révolutionnaires, qui sont endormis actuellement et neutralisés par différentes formes de répression et de corruption. C'est ça que l'histoire nous enseigne comme voie de salut pour l'Afrique. Et il n'y aura pas d'autre voie. Nous pouvons continuer à nous amuser. Nous pouvons continuer par prendre ce message-là comme un message des gens, des illuminés, des lubies, des gens qui sont là et qui amusent la galerie. Nous n'aurons pas de solution en dehors de celle-là. Donc, plus vite nous nous activons dans ce sens, mieux c'est pour nous. Et donc, chacun de nous qui est convaincu par ce message doit commencer un travail autour de sa personne, de rassemblement, tout d'abord des ressources humaines. Même si vous êtes 2, même si vous êtes 3, il faut commencer l'analyse et la structuration. Ensuite, nous sommes à votre disposition pour venir vous renforcer parce qu'il y a certaines choses que nous ne dirons jamais sur Internet, sur les réseaux sociaux. On ne les dira jamais. Il va arriver un moment où nous devons nous rencontrer pour aller de l'avant. Mais le premier travail, le travail de base, c'est d'abord la constitution autour de chaque individu d'un petit noyau, puisque les grands changements historiques sont d'abord l'affaire d'un petit noyau d'hommes convaincus de leurs responsabilités et de leurs devoirs, et qui sont conscients des lois de l'histoire.
Donc voilà la solution. Nous n'avons pas d'autre solution. Si des gens croient que nous sommes ici pour parler des élections, qu'il faut réformer, faire des élections sous l'ONU ou bien l'Union européenne, faire en sorte que ce soit le prélat qui organise plutôt les élections au lieu du ministère de l'Intérieur, d'une commission électorale réformée avec 5 opposants et 5 du pouvoir, tout ça là. Ça ne nous intéresse pas du tout. Nous ne sommes pas dans ces schémas-là. Il y a d'autres personnes et d'autres endroits où vous pouvez trouver ces réflexions, mais pas chez nous. Le mantra est très clair. Nous sommes dans la grande histoire et nous avons compris les raisons pour lesquelles notre peuple se trouve dans cette situation. Et nous avons procédé à une analyse historique de notre situation. Nous avons compris que le vrai problème qui nous confronte, c'est que notre peuple est sorti de l'histoire et qu'il va falloir réintégrer notre peuple dans l'histoire. Et pour ce faire, nous avons besoin nécessairement de passer par l'étape de sa libération pour aller vers sa renaissance. Voilà. Et les idées de la renaissance de l'Afrique, telles que élaborées par Cheikh Anta Diop et ses disciples, et des gens comme les Nkrumah, les Sékou Touré, les Sylvanus Olympio, les Lumumba, les Thomas Sankara, ne seront implémentés, ne seront développés sur le terrain africain que si l'Afrique revient à ses fils dignes et honnêtes. Ça veut dire que nous devons arracher le patrimoine commun qu'est l'Afrique des mains des dictateurs africains qui sont l'incarnation même de l'État garde-barrière enclos-colonial africain aujourd'hui. Voilà, c'est pour ça que la révolution populaire est la seule arme dont nous disposons pour y arriver. Et cela va redonner de l'énergie à notre peuple qui va être conscient de l'étape qui va suivre, à savoir l'étape difficile de la reconstruction du continent qui va demander de l'énergie, de la volonté, de la discipline, parce que déjà nous aurons commencé un travail discipliné, énergique, à partir de la période déjà du combat de la libération de notre pays et de notre continent. C'est ça que les Chinois ont fait. Et tous les peuples qui sont sortis de la domination ont procédé comme ça. Allons lire l'histoire de tous les peuples, de tous les grands pays qui gouvernent aujourd'hui cette planète. Prenons la France, le nombre de révolutions que la France a faites pour sortir de la domination d'une élite corrompue, pour renaître. L'Allemagne, la même chose. L'Allemagne morcelée, émiettée, des douanes installées partout, des frontières installées partout. L'Allemagne a connu sa renaissance. L'Italie, la même chose. L'Italie morcelée, humiliée, exclue de la scène internationale. Cavour et Garibaldi ont pris leurs responsabilités pour libérer leur pays et entamer sa reconstruction, sa renaissance. Les États-Unis d'Amérique, colonie britannique, qu'est-ce qui s'est passé? Soulèvement, guerre, éviction, renvoi de la Grande-Bretagne et constitution d'un État fédéral américain. Donc si les Africains pensent que nous serons les seuls peuples au monde à vouloir trouver des solutions extraordinaires à des problèmes qui, somme toute, sont classiques dans l'histoire de l'humanité, qui ont été vus et vécus par d'autres peuples, nous nous trompons. Il n'y aura pas de solution exclusivement africaine. Voilà, parce que ce que l'Afrique vit, c'est un épisode de l'histoire vécu par d'autres peuples. Et les Chinois nous montrent que les peuples, quand ils se décident sous la conduite d'un leadership clairvoyant qui est poussé, qui est soutenu par un noyau, eh bien ce peuple arrive à renaître et à aller le plus loin possible, à condition que ce peuple ait compris le sens du sacrifice qui lui est demandé ou que va lui imposer la période de sa renaissance. Donc voilà. Donc en gros, je vais terminer par là. Nous avons expliqué ce soir les 10 caractéristiques de l'État africain qui font que cet État est absolument incapable de conduire ne serait-ce que des élections, des réformes, des négociations, de conduire le peuple africain vers les lendemains meilleurs, parce que les 10 caractéristiques que nous avons soulignées font que l'État africain est absolument un facteur handicapant, un facteur de blocage de la société africaine, un facteur de neutralisation des énergies, un facteur absolument empêchant la société africaine d'évoluer. Et donc, tant que cet instrument, État colonial, avec toutes ces caractéristiques, va subsister avec la pagaille, la fraude, les assassinats, les sûretés non garanties, clubs de copains et de coquins, pilleurs, se retrouvant dans des cercles ésotériques tels que la franc-maçonnerie, véritable nid de voyous et de criminels qui impressionnent le peuple par les tabernacles et des cercles tracés à la craie au sol,
avec des costumes et des millégos dessus pour montrer aux populations qui sont des spiritualistes invincibles, eh bien, nous nous trompons. Nous nous trompons absolument. Donc, ces gens-là, ce sont des voyous, ce sont des facteurs d'empêchement absolu. Et comme Nkrumah le disait, prenez l'espace et le pouvoir politique. Tout le reste vous sera donné de surcroît. Comme Nkrumah n'est pas un plaisantin, n'est pas un naïf, nous avons tendance à croire que c'est comme ça que les choses se font. Donc, si il y a quelques hurluberlus, quelques allumés, quelques petits esprits qui viennent nous dire que le problème est plutôt économique et non politique, c'est que ces gens n'ont aucune connaissance de l'histoire. Ce sont de petits esprits amuseurs de la galerie qui viennent raconter leur vie. Ces gens ne savent même pas ce que c'est que l'histoire d'un pays, ne savent pas ce que les pays ont fait pour arriver au niveau où ils sont, parce que les Africains voient simplement le monde d'aujourd'hui sans savoir que ce monde a une histoire et que les peuples ont traversé des situations quasi semblables à ce que l'Afrique vit aujourd'hui et que ces peuples-là ont d'abord résolu ces problèmes avant d'atteindre le niveau où ils sont aujourd'hui. Donc les gens, quand ils voient les pays occidentaux aujourd'hui fonctionner tel qu'ils fonctionnent, ils pensent que c'était naturel, que ce n'est pas des luttes, ce ne sont pas des luttes qui ont conduit à cet état d'organisation de ces sociétés. Donc les gens, ils prennent les choses comme ça, comme argent comptant, sans savoir qu'il y a une histoire derrière. Eh bien, il faut se départir de ces faux prophètes, de ces petits analystes qui ne comprennent absolument rien, qui ne savent pas que les peuples ont une histoire, qui ne savent pas que la conquête de l'espace géographique est le fondement de l'histoire, de petits esprits qui ne savent pas que c'est la géographie qui fait l'histoire et non le contraire, et qu'avant même qu'un pays ne reconstruise son économie, qu'il a besoin de lutter pour reconquérir son pouvoir de décision, puisque c'est le pouvoir de décision qui conditionne la suite de ce qu'on va changer ou pas, eh bien ces gens sont dans un monde totalement onirique, fait de rêves paludiques. Donc il ne faut même pas perdre notre temps avec ce type de personnage qui vient amuser la galerie. Concentrons-nous sur le travail qui nous attend, c'est-à-dire la constitution des noyaux, des nids de la révolution populaire partout où nous sommes, en commençant par mobiliser les ressources humaines. Ça fait des années que je dis ça. Quelques personnes pensent qu'on se répète inutilement. Tant mieux. Alors, si on se répète inutilement, que dire alors des pasteurs, des faux prophètes qui se répètent sur le continent africain depuis des années et qui aujourd'hui voient leurs églises remplies par des milliers de personnes à force de répéter le même message. Les témoins de Jéhovah qui se multiplient en Afrique, qui répètent le même message depuis des siècles, ils continuent. Donc, au lieu de nous décourager, au lieu de nous ridiculiser, que nous nous répétons, il faut plutôt nous encourager, porter ce message. Et d'ailleurs, je précise que ceux qui disent qu'on répète le même message, ça veut dire quand même qu'ils nous écoutent, ce qui est une bonne chose. À moins d'être des gens qui aiment s'auto-flageller, je ne vois pas pourquoi ces gens nous suivent depuis 10 ans. Et de constater que nous disons la même chose depuis 10 ans. Donc, quelque part, ces gens-là, ils sont contents de nous entendre tous les jours. Donc, continuons notre petit bonhomme de chemin. Il ne faut pas s'alarmer, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas avoir d'inquiétude. Nous devons être sereins parce que nous appartenons à un grand peuple. Mais un grand peuple qui est défait et qui est soumis actuellement, qui est désintégré. Et quand un grand peuple est désintégré, il faut de grands hommes armés de calme, armés de discipline, armés de courage, armés de connaissances, armés de rigueur intellectuelle pour aller à la source du mal, pour y travailler. C'est ça notre devoir. Et pour ça, nous avons besoin d'être calmes, d'être disciplinés, d'être méthodiques, d'être intellectuellement forts, les deux pieds solidement ancrés au sol, pour ne pas être perturbés par quelques petits esprits qui ne connaissent absolument rien de l'histoire de l'humanité et qui ne connaissent rien de ce que les peuples ont fait pour sortir de la domination. Voilà. Donc, ne nous laissons pas divertir et ne gaspillons pas nos énergies dans des débats inutiles. Il y a des gens qui ne méritent pas d'être considérés, qui ne méritent pas d'être convaincus, qui ne méritent même pas notre attention
pour qu'on gaspille notre énergie à discuter avec eux. Parce que ce sont des gens qui dorment debout, éveillés, qui voient très bien la situation en Afrique, mais qui refusent d'avoir l'humilité pour écouter et d'apprendre. Et dans ce sens-là, tous les Africains ne sont pas des frères et sœurs. Ça, il faut le dire. Tous les Africains ne sont pas des frères et des sœurs. Il y a des gens parmi nous qui sont irrémédiablement atteints, qui sont aliénés de manière irrémédiable. Ces gens-là, on ne va pas les changer. Ce sont ces gens-là qui doivent être envoyés au camp de rééducation lorsque l'Afrique sera reprise. Voyez? Donc, travaillons très calmement et continuons à faire notre devoir, à savoir la création autour de nous des nids de la révolution populaire pour redonner de l'énergie à notre peuple, de sorte à renforcer ses capacités révolutionnaires qui sont actuellement endormies. Ces capacités existent. Elles existent, mais c'est qu'elles sont endormies et neutralisées. Et ces capacités-là, on peut les réveiller à condition d'avoir des nids un peu partout pour commencer un travail de structuration et d'organisation auprès des masses populaires. C'est tout ce qui nous attend. C'est tout ce que nous devons faire dans cette période pour le moment. Donc voilà ce que je peux vous dire ce soir. Restons concentrés. Notre peuple renaîtra, que ce soit demain ou après-demain. Il n'y a pas de raison que le peuple ou le continent qui a vu l'homme naître et qui a vu l'homme faire ses premiers pas ne puisse pas renaître de ses cendres. Ce peuple va renaître, mais tout dépend de la constance avec laquelle nous travaillons, de la foi avec laquelle nous travaillons, de notre capacité d'organisation et de notre radicalisme froid. De notre radicalisme froid, loin des agitations quotidiennes, loin du bruit pour du bruit, mais un travail méthodique, patient, résolument tourné vers le futur, car ce n'est que comme ça que les peuples ont réussi à relever leurs défis. Sur ce, je vous souhaite, selon où vous êtes, bonne journée ou une bonne nuit, et puis que nos ancêtres veillent aussi bien sur vos familles que sur l'ensemble de vos entourages. Continuons notre travail, nous y arriverons.